Bonsoir à tous, bonsoir en direct d'Israël. Moi, plus particulièrement, je m'appelle Avizana et je vous parle de Jérusalem pour nos rencontres bi-hebdomadaires. Et ce soir, nous avons une invitée très particulière du nom de Cathy Bisraor, que nous allons avoir le plaisir de connaître tout à l'heure, d'entendre sa conférence. Je voudrais vous dire juste quelques mots d'introduction d'abord sur le format de notre rencontre ce soir. Donc après la présentation de Cathy, vous aurez l'occasion tout au long, le loisir de pouvoir nous mettre vos remarques, vos suggestions, vos questions sur le chat en bas de votre écran. Vos micros étant coupés pour des raisons techniques nous permettant de mieux écouter la conférence. Évidemment, les questions, dans la mesure du possible, toutes, en tout cas j'espère, vont être transmises à notre conférencière qui se fera un plaisir d'y répondre. Donc notre rencontre durera de 45 minutes à 1 heure en fonction de vos questions et de votre intérêt pour ce sujet. Vous êtes si nombreux ce soir parce que je pense que le sujet vous intéresse. Et en parallèle, en dehors de cette diffusion Zoom, cette conférence est en parallèle en direct sur notre site, sur notre page Facebook, pardon, et sera ensuite à disposition sur notre bibliothèque YouTube de l'Organisation sioniste mondiale. Alors, en 2 mots, l'OSM, Organisation sioniste mondiale, qui est l'organisateur de cette conférence, qui est maintenant à sa 52, 53e conférence depuis le début du Corona, à travers son département de la promotion de l'ALIA et du département des activités en diaspora, qui sont les 2 départements, j'allais dire, qui sont le plus en contact avec les communautés juives dans le monde, a décidé d'être plus proche des communautés qui ne peuvent pas se rendre malheureusement encore aussi facilement qu'ils le voudraient en Israël, et de garder ce contact. Et donc nous abordons à travers ces rendez-vous bi-hebdomadaires un maximum de sujets d'intérêt les plus vastes possibles sur la société israélienne, sur le judaïsme, le sionisme, l'art, la culture et plein d'autres sujets. Donc ce soir, nous abordons le sujet de, j'allais dire, des mutations, si on peut dire, de l'évolution du statut, de la place de la femme en Israël, et j'allais dire des femmes en Israël, puisque nous allons aborder un petit peu différents profils. Vous savez que la société israélienne est composée de, comme dirait le président Rivlin, de tribus. Il y a les non-juifs, il y a les orthodoxes, il y a la population générale, et toutes ces populations, à travers toutes ces populations, dans chacune d'elles, j'allais dire, le statut et la place de la femme dans la société israélienne évolue ces dernières années d'une façon bien particulière. Et nous avons une experte ce soir, Cathy Bisraor, une amie de très longue date, qui est avant tout une grande sioniste. Et j'espère que nous allons pouvoir partager un petit peu avec elle quelques mots sur son parcours, et qui est depuis de très nombreuses années une spécialiste de la défense du statut des femmes et des Hagounot en particulier, des femmes qui ont un certain nombre de problèmes pour refaire leur vie, et nous expliquera ça plus en détail. Donc c'est une Tohénet rabbinite, c'est-à-dire c'est une avocat spécialisée dans les cours rabbiniques, puisqu'en Israël le statut marital est géré uniquement par les tribunaux rabbiniques, en tout cas essentiellement. Voilà, donc avant de passer la parole à Cathy, je voudrais, si elle peut nous dire, parce que ça nous remonte un petit peu en arrière, mais je crois que ça intéresse notre public, nous raconter un petit peu son parcours en quelques mots, ce qu'elle faisait en France, comment tu es arrivé en Israël, et comment tu es intégré, comment tu es arrivé surtout à t'occuper de ce sujet si important et si particulier que tu défends depuis de très nombreuses années. Merci d'avance. Bonne soirée à tous. Merci Avi. Alors au niveau du parcours, très rapidement, moi je suis arrivée en Israël, j'avais 20 ans. J'ai fait une partie de mes études en Israël, une partie en France, une partie en Israël, à l'université hébraïque de Jérusalem. Et ensuite, j'ai fait toute une carrière de journaliste. J'ai travaillé beaucoup pour justement pour la France, en français, pour les radios juives et pour Radio J, notamment. J'étais la correspondante de Radio J jusqu'à il y a quelques 2 ans et demi, 3 ans. Et le changement du journalisme à ce que je fais actuellement s'est passé il y a à peu près 13-14 ans, où j'ai fait des études au début par plaisir, par volonté de connaître un autre monde, de Tohénet rabbinite. Ça veut dire, comme tu l'as dit, Avi, avocate devant les tribunaux rabbiniques. Ce qui est très intéressant comme sujet
dans ce métier-là, c'est qu'il était interdit aux femmes pendant de très nombreuses années. Et il y a 25 ans, il y a eu un appel, une demande des femmes, c'est arrivé jusqu'à la Cour suprême pour que les femmes puissent également être introduites dans les tribunaux rabbiniques et que leur voix également soit entendue, alors que, comme on sait, dans un tribunal rabbinique, tout ce qui est le droit familial, 50% des clients, entre guillemets, sont des femmes. Il n'y avait pas de femmes avocates rabbiniques, ce qui était incroyable. C'était interdit et à partir de ce moment-là, ça a été autorisé et donc il y a eu un cursus d'études très particulier qui est un cursus d'études toraniques, de Talmud, de Shulchan Aruch et c'est ce que j'ai fait au début par volonté de l'étude tout simplement. Et il y a 5-6 ans, un peu plus maintenant, un peu plus, 5-6 ans, oui, 7 ans, j'ai eu une demande d'une femme qui était dans une situation dramatique de refus de guette en France et qui a demandé une aide et à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans ce métier, dans ce domaine-là. Et de l'une à l'autre, j'ai compris qu'il y avait véritablement un vrai drame de milliers de femmes, surtout en diaspora, en Israël, beaucoup moins, je vais l'expliquer d'ailleurs. Et je suis rentrée donc dans ce combat-là. Au sein d'organisations de femmes. On milite depuis des années, avec beaucoup de succès sur certains points, avec également beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que les deux réalités se côtoient, les échecs et les succès dans ce domaine du statut de la femme dans le monde religieux. Mais il y a beaucoup de succès également, je crois que c'est ça important. Voilà rapidement mon parcours. Alors, je pense qu'on peut commencer sur le sujet qu'on a choisi ensemble. Et je vais commencer en racontant que hier, sur Radio Shalom, on a fait une émission avec Bernard Aboif, justement de promotion un petit peu de cette soirée. Et Bernard m'a posé comme première question, mais Cathy, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu parles de révolution de la femme, alors que cette semaine, c'est la semaine contre la violence, de lutte contre la violence contre les femmes. C'est exactement cette semaine. Et regarde les chiffres qu'on me donne, regarde les chiffres dont toi-même tu parles. Et maintenant, tu vas parler de la révolution chez les femmes, des choses positives chez les femmes, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et j'ai répondu à Bernard que les deux réalités se côtoyaient, qu'il y avait des questions de violence et il y avait à la fois, côte à côte, je ne sais pas si on peut toujours parler du terme de révolution, mais en tout cas, d'une évolution qui était spectaculaire dans certains domaines pour la femme. Et ça va être le sujet de la conférence ce soir. Qu'est-ce qui a changé dans certaines micro-sociétés de femmes? Mais je crois que Bernard a eu raison dans sa question, et c'est sa question qui me donne, qui m'a amené la décision de commencer quand même par la violence, parce que je crois qu'on ne peut pas parler de révolution sans dire que aussi il y a un problème, il y a un drame. Et la violence contre les femmes, et surtout que c'est cette semaine, la semaine de Modaout, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire de prise de conscience, et on s'est aperçu qu'un des moyens de lutter contre la violence contre la femme, c'est justement d'en parler. Et justement que une femme qui est victime de violence, elle entend qu'on parle de ça crée immédiatement un dialogue, des questions, et ça crée également, et je pense que je débute par là. La violence contre la femme, c'est un véritable fléau mondial. Il y en a qui utilisent même, avec l'histoire du Covid, de pandémie mondiale, qui touche tous les pays du monde, toutes les sociétés, justement parce que cette semaine-là de prise de conscience, le chiffre qui a été publié par les autorités internationales parle de près de 25 à, dans certaines sociétés, 40% de femmes qui sont victimes de violences. En Israël, on donne le chiffre certain de une femme sur 3, d'autres sur une femme sur 4, même une femme, c'est énorme, même une femme sur 4 qui a été ou qui est victime de violence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche tous les milieux. La bourgeoisie comme les milieux pauvres, les milieux religieux, non religieux, les arabes et les juifs. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus touchées, notamment la société, par exemple, la société arabe. Je vous donne des chiffres uniquement en 2017, par exemple, 50% des femmes qui ont été tuées en 2017 sont des femmes arabes, qui viennent du secteur arabe. Mais écoutez ce chiffre qui est terrible depuis 2004. Qui ont été tuées par leur mari. Qui ont été tuées par leur mari, oui, c'est vrai, des meurtres au sein de la famille par leur mari. Écoutez ce chiffre depuis 2004.
180 femmes, depuis 2004, 180 femmes ont été tuées par leur mari en Israël. Toute population confondue depuis 2004. En 2019, 23 femmes et maintenant, depuis un an à peu près, également 21 femmes ont été tuées et assassinées. Et ça, c'est si vous voulez, le côté évidemment dramatique, mais à côté de ça, vous avez un quotidien véritablement de la violence. Et le grand problème, c'est qu'on n'a trouvé aucun médicament, aucun vaccin contre ça. Toutes les tentatives qui ont été faites dans le monde entier, en Israël également, vous avez des dizaines de programmes, des organisations de femmes régulièrement, il y a des réunions à la Knesset, etc. On n'a pas trouvé de solution. Les gens qui réfléchissent et qui travaillent sur ce dossier disent, c'est pas les budgets qui manquent, c'est pas les organisations de femmes qui luttent pour ce sujet qui manquent. C'est deux choses. Un, c'est l'éducation depuis le plus jeune âge, et deux, c'est la prise de conscience. Parce que le fait d'en parler, parce qu'on s'aperçoit énormément que lorsqu'une femme est consciente du problème ou l'entourage d'une femme est consciente du problème, sortir de la violence est beaucoup plus rapide quand elle sait qu'il y a une porte à qui taper, un téléphone à qui téléphoner. Et donc, c'est les deux directions. Mais même ça, même avec ça, avec toute la publicité qu'on entend, par exemple, sur les chaînes israéliennes depuis maintenant plusieurs semaines après des drames qui ont eu lieu, n'empêche pas qu'il y a une augmentation. Je peux vous dire que nous, on a une ligne juridique tous les soirs et qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de coups de téléphone de femmes qui sont victimes de violences. Et évidemment, dans cette époque du Covid, du Corona, le nombre de femmes qui sont victimes de violences au sein de la famille a presque doublé. Il y a eu, je vous donne le chiffre juste pour donner une idée de montrer ce qui se passe, alors que uniquement depuis le début du Corona, il y a eu 7200 plaintes sérieuses de violences graves qui ont été déposées, ce qui fait le double de l'époque précédente. Et encore un point sur ça, il y a également une responsabilité de l'État, de la justice, car on voit, et en tout cas en Israël, il y a eu beaucoup de critiques sur des juges qui sont très conciliants par rapport à ce problème de la violence, et c'est sûr que ça, c'est un des sujets qu'il faut soulever. Il faut également dire que tout ce que je viens de dire, on parle de la violence physique, mais il n'y a pas seulement la violence physique, il y a des violences dont on parle moins, mais qui sont tout aussi graves que la violence morale, la violence sexuelle également au sein de la famille, qui est un véritable fléau également, et la violence économique, qui est un des sujets importants, parce qu'il y a une loi qu'on est en train d'essayer de faire passer à la Knesset, justement. La grande majorité, évidemment, des victimes de la violence économique, ce sont des femmes, et là également, également il y a des tentatives. Et donc, la violence contre la femme, c'est un fléau qui est une réalité en Israël comme elle est dans le monde. Et si vous me demandez quel est le statut de la femme d'une manière générale, le statut de la femme en Israël, il n'est pas très différent du statut de la femme dans tous les pays occidentaux. Aussi bien au niveau de la violence, je viens de l'expliquer, aussi bien au niveau de son intégration dans le système, dans les sphères importantes de la direction de l'État, de l'économie, également le problème de niveau de salaire. Tout ceci, il n'y a pas de grandes différences entre Israël et le monde et les femmes des pays occidentaux. Où il y a une différence, et c'est le sujet de notre conférence ce soir, c'est quelque chose qui est très spécifique à Israël. Et à chaque fois que je parle avec des femmes, il y a des contacts évidemment entre organisations de femmes ici et du monde entier, à chaque fois elles sont passionnées par ces sujets parce que véritablement c'est spécifique à Israël à mon avis. En Israël, vous avez des micro-sociétés de femmes qui ont connu véritablement, pas toujours le terme de révolution est peut-être parfois exagéré, mais en tout cas, et qui ont connu des changements et des changements notoires. Et donc, il y aurait au moins une vingtaine de types de femmes qu'on pourrait analyser, dont on pourrait parler. On ne peut pas évidemment en 40 minutes parler de tout, donc j'ai choisi quatre micro-sociétés de femmes ou de types de femmes, et je vais essayer de montrer que les changements, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement la femme qui est concernée par ce changement, mais également ça a des influences pour l'ensemble de la société dans laquelle elle vit, et peut-être également d'une autre manière sur l'ensemble de la société israélienne. Alors, sur quoi j'ai choisi de parler? De la femme bédouine. Qui est pas la femme arabe, hein, la femme bédouine, c'est très différent, je vais expliquer pourquoi. La femme ultra-orthodoxe. On assiste à un véritable, ça je crois que c'est beaucoup plus connu de vous également, de ce qui nous écoute, parce qu'on en a, moi-même j'ai énormément écrit sur ça et je sais qu'on en a beaucoup parlé également dans les médias.
Le troisième monde des femmes, c'est la soldate israélienne. Qu'est-ce qui se passe au sein de Tzahal avec la soldate israélienne? Et le quatrième, c'est moins une société de femmes qu'une implication de la femme justement dans le monde juif. Et Avi, tu as parlé tout à l'heure du problème de la femme à Gouna, du guet, etc. Et ça concerne quelle est la place de la femme dans le monde juif en Israël, dans le judaïsme d'une manière générale. Et là également, il y a des changements. Alors, je commence par la femme bédouine et je fais un lien avec ce que je viens de parler, l'histoire de la violence. La femme bédouine est la femme qui est la plus touchée par la violence en Israël. Le taux de femmes qui sont touchées par la violence, c'est pas une femme sur 3 ou 4, comme je viens de dire. L'évaluation, c'est qu'une femme sur 2, et quelquefois même plus, est touchée par de la violence au sein de la famille. Imaginez-vous ce chiffre, c'est-à-dire que 50% des femmes bédouines, et certains disent que c'est un chiffre optimiste, il y en a même qui disent 70% des femmes bédouines ont connu des phénomènes de violence au sein de la famille, en général de leur mari, mais pas seulement de leur mari, quelquefois de leur frère, de leur père, etc. Donc vous imaginez une société qui est une société patriarcale dans une situation dramatique, et les chiffres que je donne sur la violence de la femme bédouine, c'est également aujourd'hui. Un autre problème dans cette société bédouine, c'est qu'elle a été quelque part, si vous voulez, d'une manière incroyable, la femme bédouine a été victime de l'avancée médicale israélienne. Pourquoi? Parce que comme il y a une concurrence, souvent il y a la bigamie dans le monde bédouin. Alors une femme, elle arrive à 40 ans, avant à 35 ans, 40 ans, c'est fini, elle avait plus d'enfants, son mari se mariait, il avait d'autres enfants et puis c'était très bien comme ça. Voilà, ça fait très bien comme ça, c'était le système. Aujourd'hui, une femme, elle arrive à 40 ans, une femme bédouine, elle voit que son mari est en train de penser à se remarier. Pas de problème, la société, la médecine israélienne lui permet de continuer à enfanter 40 ans, 41 ans, 43. Et vous voyez des femmes bédouines qui font toutes sortes de traitements et qui arrivent à avoir des enfants alors qu'elles ont 44, 45 ans, aidées par la médecine israélienne. Conclusion, le taux de natalité de la femme bédouine israélienne est le plus élevé du monde, plus élevé que la femme africaine, plus élevé que des sociétés arabes où il y a énormément également de natalité. Et ça, c'est une des critiques énormes qui a été faite par tous ceux qui s'occupent de la situation de la femme bédouine, sans qu'on arrive à trouver une solution, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, c'est l'envers de la médaille. D'un côté, il y a la médecine, ça sert, et de l'autre côté, regardez le résultat. Et dans ce monde complètement, on aurait dit presque apocalyptique, ce que je viens de vous décrire de la femme bédouine, et ben dans ce monde qui semble catastrophique, il y a eu une véritable mini-révolution. Le côté négatif de cette mini-révolution, c'est important de le dire, c'est que elle ne concerne pour l'instant qu'une minorité de femmes bédouines. Mais cette minorité-là, elle double à chaque fois. C'est-à-dire que toutes ces femmes bédouines qui sont arrivées à sortir de leur monde enfermé, sans études, violent, etc., si vous voulez, à chaque fois, elles servent de modèle, et le nombre de femmes la progression de ces femmes qui rentrent dans ce système-là, justement, de sortir de ce système dramatique de la femme bédouine, l'évaluation, c'est que dans 10 ans, les chiffres seront impressionnants et toucheront peut-être même 30 à 35% des femmes bédouines, ce qui serait évidemment énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé essentiellement autour de l'université Ben Gurion du Negev, l'université de Beersheva, qui a compris qu'il y avait véritablement un défi à relever, que vous aviez des jeunes femmes bédouines qui n'avaient pas le bac et qui étaient vouées, en fin de compte, à 13, 14 ans, parfois même plus tôt, elles sortaient complètement du système scolaire, elles se mariaient à 16 ans, elles avaient des enfants, et il y avait une de ces femmes bédouines qui a réussi, elle, par l'intermédiaire, qui avait fait un mariage et qui est arrivée à sortir et à faire des études, etc., a eu l'idée justement de créer des programmes, un programme qui permet à des jeunes femmes qui n'ont pas passé le bac, mais qui ont une volonté de trouver quelque chose, de rentrer dans le système universitaire. Et ce programme qui a débuté déjà il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, a débuté aujourd'hui au début en tout petit pour des études qui des études courtes,
Et ça a progressivement augmenté. Et le résultat et la particularité de ce programme, c'est qu'il a respecté la culture de la société. On verra d'ailleurs, ça sera la même chose pour la femme ultra-orthodoxe. C'est-à-dire que ces programmes-là n'ont pas dit on va aller contre la société. Non, on a dit à la femme bédouine, elle venait à l'université pour rentrer dans ses cours accompagnée de son père et de son mari. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit c'est une volonté de la femme bédouine de trouver un statut social contre sa famille, contre son statut. Non, pas du tout. Tu restes avec ton statut de femme, tu restes avec ton statut de fille protégée par ton père, mais tu accèdes à l'étude universitaire. Et ce système-là a permis à des centaines de femmes bédouines, non, peut-être maintenant beaucoup plus, maintenant des milliers de femmes bédouines, d'entrer dans le cycle de l'étude. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'échecs et il faut être réaliste, c'est pas facile évidemment. Quelqu'un qui a arrêté d'étudier à 13-14 ans, à 18 ans vous la prenez, vous la rentrez dans l'université. C'est clair qu'il y a eu des échecs, mais il y a eu également énormément de succès. Et lorsque vous analysez 15 ans après ces jeunes femmes qui ont réussi à accéder au savoir et à avoir un diplôme universitaire et à travailler en tant qu'assistante sociale, en tant que psychologue, maintenant même en tant que médecin, vous avez de plus en plus de médecins femmes bédouines. Il n'y a presque pas d'hommes médecins bédouins. C'est très intéressant, c'est un programme vraiment qui a touché les femmes, de femmes bédouines, de femmes ingénieurs également. Lorsqu'on analyse ce qui se passe dans ces familles-là de femmes bédouines qui ont eu un accès à l'étude, la violence, alors qu'elle est, comme je vous l'ai dit, le double, même parfois plus que le double de la société juive, aujourd'hui, si vous prenez uniquement le facteur de violence dans ces familles bédouines où la femme a accédé au savoir, elle est identique aujourd'hui au niveau de violence dans le milieu juif, israélien juif. C'est-à-dire que si vous voulez, le fait même que la femme a accédé au savoir, c'est quand même très intéressant, a réussi en moins d'une génération, une demi-génération, de neutraliser totalement le fléau de la violence. Pas totalement, d'accord, mais au niveau de la société israélienne juive, le phénomène de violence dramatique que l'on connaissait au sein de la population bédouine. Même chose pour l'histoire de la natalité, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Également, l'histoire de la natalité qui est un phénomène qui est dramatique évidemment pour la femme en macro et sur le long terme. Là également, ces jeunes femmes qui sont arrivées à l'accès à l'étude, également n'ont pas suivi l'exemple de leur mère et de leur grand-mère, etc. et ont eu un nombre d'enfants de 2 à 3 à 4 enfants, 5 enfants maximum. C'est-à-dire elles sont rentrées, si vous voulez, dans un modèle qui est viable pour une femme. Un autre exemple également de cette révolution qu'ont connue les femmes, de ces changements, je ne parle pas de révolution parce que c'est vraiment un petit nom, mais de ce changement, c'est une autre expérience également très réussie. Cette fois, ce n'est pas universitaire, mais c'est une tentative de créer des sociétés économiques de femmes. On le voit d'ailleurs dans plusieurs endroits en Israël, mais chez la femme bédouine, ça a été énormément développé, notamment dans l'artisanat. Une des sociétés, d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez vu, il y a eu plusieurs reportages à la télévision française également sur cette société de femmes bédouines qui ont créé une société qui est devenue aujourd'hui une société internationale qui exporte tout l'artisanat bédouin dans le monde entier. Ça a été une initiative d'organisation de femmes israéliennes qui ont financé cette initiative de femmes bédouines, qui les ont regroupées, qui les ont aidées à tout niveau. Et ce modèle-là s'est développé également, par exemple, dans la gastronomie bédouine. Elles ont créé des sociétés qui ont également marché dans plusieurs domaines. Et là également, on voit un succès et un début, si vous voulez, de changement du statut de la femme complètement noyautée par la violence, par une société patriarcale et une femme qui commence, si vous voulez, à vivre sa vie, à s'assumer. Et ce modèle-là que je vous dis, par exemple, aussi bien au niveau universitaire que au niveau du quotidien dans l'artisanat a été copié dans d'autres pays du monde. Et vous avez des délégations qui sont venues en Israël depuis longtemps, depuis 5 ans, mais de plus en plus ces dernières années, dans le Negev, et qui ont essayé de comprendre comment ça marchait en Israël. Comment en Israël on est arrivé justement à permettre à ces femmes bédouines qui venaient donc de très très loin au niveau de leur statut de femme, qui était comment on les a propulsées, elles ont réussi elles-mêmes d'ailleurs à se propulser en moins d'une génération, en moins de 10 ans, à créer un autre modèle de femme bédouine. Et ce qui est très important, c'est ce que je vous disais au début, est-ce que
ce changement, il a une importance uniquement pour cette femme bédouine qui est devenue médecin, cette femme artisanale qui est devenue chef d'entreprise. Est-ce que c'est important seulement pour elle? Non, pas du tout. C'est important évidemment pour sa famille, mais c'est important également pour l'ensemble de la société bédouine parce qu'elles sont aujourd'hui des images, des modèles. Et on sait très bien que dans ces sociétés, les modèles, c'est crucial. Ça marche par modèle. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle initiative où ces femmes se regroupent et elles donnent des conférences. Elles vont de village en village. Elles rencontrent parfois des petites filles de 10, 12 ans, justement pour créer l'envie, pour créer un modèle et pour leur dire, voilà, il y a un autre modèle de femme que celui de votre mère et que celui de votre grand-mère. Il y a également une possibilité d'accéder au monde moderne, de découvrir, d'avoir un métier, de s'assumer également financièrement, de ne pas être dépendante toujours de la bonne volonté du père ou du grand-père et du mari, etc. Et là, je crois véritablement que dans le domaine de la femme bédouine, je pense que ça a pu être possible uniquement au sein de l'État d'Israël, parce que c'est l'État d'Israël qui a donné un soutien économique, l'Université de Ben Gurion également, mais pas seulement, l'ensemble de la société israélienne a participé à ces projets, et le résultat aujourd'hui est là, et je crois que ça doit servir de modèle encore une fois, et ça sert déjà de modèle à des femmes dans le monde entier. Voilà donc pour la femme bédouine. Maintenant pour le deuxième modèle qui est je crois beaucoup plus connu de celles et de ceux qui sont avec nous ce soir, c'est la femme ultra-orthodoxe. Alors je vais y passer un peu plus rapidement. La femme ultra-orthodoxe, le point commun avec l'histoire de la femme bédouine, c'est que la même chose, c'est des révolutions que je qualifierais de l'intérieur. C'est pas moi je veux changer de statut, je veux me libérer, je veux sortir du carcan religieux, entre guillemets, etc. Pas du tout. C'est ce que j'appelle une révolution de l'intérieur. Ce sont des femmes qui disent, parce que je veux rester dans mon monde, mais je veux que mon monde soit meilleur. Et je veux que les choses importantes de mon monde soient encore mieux respectées. Pour ça, je décide d'avoir accès au savoir. C'est ça qui a été le motto, si j'ai envie de dire, si vous voulez, l'idée même de ces femmes qui, il y a à peu près 25-30 ans maintenant, ont décidé que les femmes ultra-orthodoxes allaient arrêter d'être seulement, ce qui est très important, d'être mora, institutrice, etc. C'est sûr très important, ou d'être repasseuse, ou d'être jardinière d'enfants. Encore une fois, c'est important, mais qu'elle pouvait également être ingénieure, qu'elle pouvait également être psychologue, qu'elle pouvait également avoir accès à des études qui n'existaient pas du tout dans le monde orthodoxe israélien. Je parle du monde orthodoxe israélien. C'est vrai que dans le monde orthodoxe américain, c'est totalement différent, mais dans le monde orthodoxe israélien, ça n'existait pas. Une des personnes les plus célèbres dont vous avez certainement entendu parler, c'est Adina Bar Shalom, qui est la fille du rabbin Ovadia Yosef. Et c'est très intéressant quand je vous parle de révolution de l'intérieur, parce que c'est une révolution qui a été soutenue par des rabbins. Le rabbin Ovadia Yosef a soutenu l'initiative de sa fille d'ouvrir le premier institut universitaire, Michlala, ça s'appelle, c'est para-universitaire, mais ce sont des équivalents d'université, où des femmes pouvaient rentrer et commencer à avoir accès à des diplômes universitaires. Et je me rappelle, moi, il y a 15 ans, lorsqu'il y avait eu une ouverture encore l'agrandissement justement de cet institut d'Adina Bar Shalom, il y a 15 ans, c'est pas longtemps, vous aviez le monde ashkénaze, chassidique et litaï et lituanien, qui avait fait des pamphlets à Bnei Brak, vous aviez des affiches entières, mais comment, quelle honte d'envoyer nos filles là-bas, etc., etc. Il y a 15-17 ans peut-être, pas plus que ça. Et donc, il y avait véritablement un nom de ce monde-là. Et progressivement, dans ces instituts qui avaient été ouverts dans le monde séfarade ultra-orthodoxe, vous avez vu des femmes, des jeunes filles ashkénazes, de ces chassidoutes-là qui venaient étudier. Qu'est-ce que les rabbins ont rapidement compris qu'il y avait là un phénomène qui ne pouvait plus arrêter, comme on dit, le train était parti. Et depuis 15 ans, vous avez des dizaines
d'instituts académiques qui ont été ouverts dans tous les milieux ultra-orthodoxes et pas seulement dans les milieux proches comme Adina Bar Shalom, mais également dans tous les milieux lituaniens et chassidiques. Même maintenant, les Neturei Karta, qui sont considérés comme véritablement disons, la frange extrême, etc. Même là, il n'y a pas exactement un institut académique, mais un semblant d'institut académique. En tout cas, il y a des formations qui étaient inconnues et qui étaient inconnues il y a quelques années d'assistante sociale, par exemple, pour les femmes. Ce qui est très intéressant dans ce phénomène de la femme ultra-orthodoxe, c'est qu'au début, je vous l'ai dit quand j'ai commencé à parler de la femme ultra-orthodoxe, et Adina Bar Shalom l'a dit exactement, elles veulent, ok, que leur mari étudie la Torah. C'est pas une révolution, je veux tout jeter à la poubelle, je veux changer la situation de non, 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 je veux que mon mari étudie la Torah. Et parce que je veux que mon mari aille à étudier la Torah, continue à vivre dans un monde de Talmud, de yeshivot, etc. Pour ça, je veux avoir un niveau de vie qui permette à mon mari et à ma famille de vivre plus dignement. C'était ça l'optique, officiellement, entre guillemets. Maintenant, la grande question sur laquelle je n'ai pas de réponse immédiatement, mais c'est sûr qu'on n'a pas encore de réponse, mais il y a des études sociologiques qui commencent à être faites maintenant pour comprendre 15 ans, 20 ans, 15 ans après, disons, où le phénomène a débuté de ces femmes ultra-orthodoxes qui sont rentrées dans le monde du travail, du savoir académique. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la famille? Est-ce que quelque chose a changé? Alors, dans mon domaine, à moi, je sais qu'on a fait une étude, il n'y a pas longtemps, une étude très intéressante qui a cherché si dans ces familles-là, le nombre de divorces avait augmenté. C'est-à-dire que si, par exemple, le nombre de divorces était de 1 sur 5, est-ce que 15 ans après, dans ces familles-là où la femme a accédé au savoir, est-ce que le nombre de divorces a augmenté? C'était très intéressant comme donnée, on a attendu beaucoup ce résultat de cette étude. Eh bien, la réponse est non. C'est-à-dire que l'entité familiale n'a pas été touchée par le fait que la femme a accédé au savoir et a gagné évidemment beaucoup plus d'argent que son mari, a eu une ouverture vers l'extérieur beaucoup plus importante que son mari. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est vrai que ça peut évoluer, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas du tout touché la structure, l'entité familiale de la famille ultra-orthodoxe. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que ça va changer le rapport entre l'homme et la femme? C'est vraiment une question passionnante parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même qui a changé. Aujourd'hui, vous avez des familles ultra-orthodoxes où la femme est avocate. Moi, j'en rencontre beaucoup dans mon métier. La femme est avocate. Elle va, elle vient, elle participe à des conférences, à des réunions, à la Knesset, dans des tribunaux, etc. Et le mari, il est toute la journée dans la yeshiva. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport du couple? C'est une question qui, pour l'instant, reste ouverte. Au niveau du divorce, je viens d'y répondre, mais est-ce que quelque chose va changer? C'est une question qui est beaucoup posée. Et lorsque vous la posez à une femme ultra-orthodoxe, elle vous dit pas du tout, pas du tout. Nous savons faire la différence. Nous restons exactement le modèle de ma grand-mère, le modèle de ma mère. Ce qui a changé, c'est que j'ai eu accès au savoir, j'ai permis à ma famille d'avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé. C'est ce qu'elles disent aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que ce changement, si vous voulez, de l'accès au savoir de la femme ultra-orthodoxe, qui est un véritable, si à mon avis, il y a quelque chose qui est le phénomène dans le monde ultra-orthodoxe du 21e siècle, c'est ça. C'est le fait que la femme ultra-orthodoxe, elle est rentrée dans le monde du savoir et le monde académique. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour comprendre les conséquences, mais c'est sûr qu'il y aura une conséquence et je vais vous donner 2 exemples sur ça. Vous avez entendu récemment que, à cause du Covid, toutes les écoles des garçons étaient fermées, garçons et filles étaient fermées, elles ont été réouvertes et on a réouvert les écoles pour garçons et pas pour les petites filles. Les petites filles sont restées à la maison jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques jours, ça commence à réouvrir, mais il y a des femmes ultra-orthodoxes qui ont été interviewées, etc. Elles ont dit non, c'est très bien, on accepte. On accepte que les petites filles restent à la maison et que les garçons, parce qu'on veut que nos garçons aient étudié la Torah, etc. Mais à Elad, il y a eu un groupe de femmes qui des femmes ultra-orthodoxes, qui se sont regroupées et qui ont dit non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord au niveau même du message qui est donné que nos filles restent à la maison, alors que les garçons
vont travailler. Et toutes ces femmes étaient, pour la plupart des femmes justement, qui avaient suivi des cursus académiques, etc., et qui ont dit le message d'un message négatif. Les filles ont également droit au savoir. Et il n'est pas question, à cause du Covid, que les garçons reviennent et pas les filles. Et elles ont créé une école parallèle justement pour permettre à ces petites filles. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est pas des milliers de femmes ultra-orthodoxes qui ont pris cette décision. Mais je ne pense pas que ce soit un phénomène qu'on aurait vu il y a 20 ans, ce type si vous voulez, des femmes qui ont été contre l'avis des rabbins, hein, qui ont dit non, les filles également doivent aller à l'école et pas seulement les petits garçons. Un autre exemple, vous savez qu'il n'y a pas de femmes qui sont représentées à la Knesset dans les partis ultra-orthodoxes, ni dans le parti ultra-orthodoxe séfarade, Chasse, ni dans le parti ultra-orthodoxe Ashkenaz. Il n'y a pas de femmes. Tabou, stricto, interdit, entre guillemets. Et là également, il y a depuis un an un forum de femmes à Bnei Brak qui sont toutes vraiment issues, la plupart de Chassidout ou lituaniennes, des milieux, j'ai envie de dire noirs, hein, comme on dit, durs, mais qui ont dit il faut que la voix de la femme soit entendue dans le public. Alors elles sont évidemment pas du tout contre le rabbin qui dirige les partis ultra-orthodoxes, elles ne se montrent pas contre le rabbin, elles disent tout simplement il faut qu'il y ait une voix publique de la femme, il faut qu'on entende la voix. Et elles se réunissent régulièrement. Et au fur et à mesure de ces réunions, elles ont demandé aux partis ultra-orthodoxes de pouvoir envoyer une sorte de rapport. Et ça a été accueilli positivement. Et maintenant, ces femmes envoient aux dirigeants du parti ultra-orthodoxe Ashkenaz et également séfarade leur vision des choses sur des sujets qui ne sont pas du tout des sujets seulement qui concernent la femme d'une manière générale. Alors c'est sûr qu'on est loin encore de l'entrée de la femme ultra-orthodoxe dans la politique, hein, je ne dis pas du tout ça, mais regardez quand même ce qui se passe. Ça n'aurait pas été possible, à mon avis, il y a une quinzaine d'années, qu'on entend tout d'un coup qu'il y a un groupe de femmes de Bnei Brak qui crée un forum de conseils de conseils politiques, ou en tout cas de vouloir faire entendre leur voix chez les partis, à la direction des partis ultra-orthodoxes. Voilà donc sur la femme ultra-orthodoxe. Je passe maintenant à la soldate israélienne. Et l'image d'Épinal, vous savez, de la soldate, hein, du palmar en costume, en uniforme de soldate, etc. Je me rappelle quand je faisais des conférences, on me disait mais c'est vrai, etc. C'est la femme. Et je ne pouvais pas dire que c'était vrai parce qu'il y a quelques années, c'était pas vrai. La soldate israélienne, l'image d'Épinal que l'on a de la femme soldate qui a été divulguée pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui a accompagné la création de l'État d'Israël. Je pense que jusqu'il y a à peu près disons, quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, disons, c'était, je ne veux pas dire un mensonge, parce qu'il y avait en effet des femmes soldates, d'accord, mais pour être un petit peu, disons, brutes, elles étaient là pour des tâches, servir le thé, si j'ai envie de dire, ou alors des tâches administratives, ou pire encore, comme disait Ezer Weizmann, il disait les meilleurs au Thaïs, okay, les meilleurs à l'armée de l'air et les meilleurs au féminin, aux pilotes. Je pense que si aujourd'hui un homme politique prononçait cette phrase qu'avait dit Ezer Weizmann, je pense qu'il serait immédiatement convoqué à la police pour savoir exactement comment il a pu prononcer une telle phrase. Mais c'était la phrase que tout le monde parlait. Moi, je sais que quand je suis arrivée en Israël, j'ai entendu cette phrase, c'était le consensus au sein de Tsahal. Il faut dire également qu'au sein de Tsahal, pendant des années, et jusqu'il y a une dizaine d'années, ça a été le véritable fléau de problèmes de problèmes sexuels au sein de Tsahal était un véritable fléau contre lequel Tsahal n'était pas arrivé à lutter pendant des années et des années. Et on sait qu'il y a eu des affaires dramatiques, notamment de capitaines, de commandants qui ont été ensuite jugés justement pour avoir abusé sexuellement de leurs soldats, etc. Pourquoi je raconte ça? Parce que l'image d'Épinal qu'on a eue de la femme israélienne soldate, c'était un mensonge pendant des années. Et là également, à part quelques exceptions, c'est sûr qu'il y a eu, comme toujours, il y a des exceptions. Mais si vous voulez, à 90%, c'était pas. La femme, la femme soldate, elle était complètement en retrait, elle était là pour servir le soldat, point à la ligne. Et
tout doucement, les choses ont commencé à changer. Et là, si vous voulez, également, comme on le voit à l'intérieur, et ça, c'est encore une fois quelque chose de commun, la femme bédouine, la femme ultra-orthodoxe et également la soldate, d'accord. Ça n'a pas été des révolutions, c'est pas mai 68, je veux tout bousculer, je monte sur les barrières, etc. Pas du tout. C'est exactement la même chose. C'est ce que j'appelle de nouveau la révolution de l'intérieur. C'est je veux être soldate. C'est pas je veux faire non, je veux être de l'intérieur. Je veux avoir un rôle. Je veux jouer. Je veux influencer. Je veux être première. Je veux être présente. Je ne veux pas être là pour servir le soldat. Je veux pas être là pour servir le thé. Je veux pas être pour faire des tâches qui n'ont aucune signification. Je veux une vie avec une signification. Je veux passer 2 ans de ma vie à faire quelque chose qui sera quelque chose d'important pour moi, c'est sûr, mais aussi pour l'État d'Israël. L'histoire, elle a commencé, vous la connaissez peut-être certainement, parce que c'est la plus célèbre, il y a à peu près 25 ans, par une jeune femme qui voulait devenir pilote et ça lui a été refusé. Elle a été jusqu'à la Cour suprême. En fin de compte, elle a gagné son procès. Et à partir de ce moment-là, on a autorisé le principe même qu'une femme peut devenir pilote de l'armée de l'air. Elle-même n'est pas devenue pilote parce qu'ensuite, les choses, il y a eu d'autres problèmes en ce qui la concerne, etc. Mais si vous voulez, ça a été, en Israël, ça faisait les titres, hein, ça faisait la une de tous les quotidiens. Une femme va pouvoir devenir pilote de l'armée israélienne. C'est à peu près, disons, il y a 20 ans. C'est pas très longtemps. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de femmes qui sont pilotes, y compris pilotes de F-16, etc., de l'armée de l'air israélienne. Mais il y a 20 ans, c'était véritablement quelque chose qui était inimaginable. Et on s'en serait, et écoutez, vous voyez ce que j'ai dit, c'est pas que Tsahal a cherché que des femmes, non, c'est une femme qui a mené le combat. Et cette femme qui a mené son combat pour devenir pilote, elle a été le début d'un véritable, également, je pense qu'on peut dire, phénomène de jeunes femmes qui ont dit comme elle, on veut pas être seulement quelque chose de subalterne, on veut être combattante. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des corps de combattantes beaucoup plus, parce que jusqu'à présent, il y avait des corps de combattantes, mais c'était véritablement en dernière ligne, si vous voulez. On a rentré les femmes dans des corps de combattants d'élite. Les derniers combats, un des derniers combats a été toute l'unité de chars, où les femmes étaient interdites dans les unités de chars. Une femme ne pouvait pas être tankiste, hein, ne pouvait pas rentrer dans une unité de chars. Elles ont mené, un groupe de femmes, un combat. Moi, quand je voyais, je dis waouh, elles ont peur de rien. C'est-à-dire, elles ont été jusqu'aux plus hautes instances juridiques pour imposer à Tsahal qu'il y ait des femmes qui servent dans des unités de chars et à des places combattantes. Le combat, il n'est pas encore fini parce que oui, elles ont obtenu l'autorisation, mais il y a des postes qu'elles ne peuvent pas avoir, etc. Mais si vous voulez, elles ont quand même gagné. Elles ont gagné. Aujourd'hui, l'unité de chars est une unité qui est ouverte aux femmes. Même chose pour beaucoup d'unités combattantes et presque tous les quelques mois, vous entendez une nouvelle histoire. Par exemple, maintenant, la nouvelle histoire, c'est une unité d'élite qui s'appelle l'unité d'Ouvdevan, qui est une unité, véritablement, une des grandes unités d'élite de l'armée israélienne, où les femmes étaient interdites. Et voilà qu'il y a un groupe de 3 jeunes femmes, 3 jeunes filles, qui ont dit, nous, on veut passer les mêmes examens. Si on les rate, mais que Tsahal nous donne l'autorisation au moins de passer les examens. C'est exactement d'ailleurs ce que disent ces femmes qui veulent rentrer dans des unités d'élite depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, elles sont d'ailleurs interviewées dans tous les médias depuis quelques jours en Israël parce qu'il y a actuellement un débat qui est arrivé au chef d'état-major et qui doit trancher également sur l'histoire de Duvdevan. Et le journal Haaretz a écrit que l'histoire de Duvdevan, qui est une unité d'élite très spéciale, très dangereuse, également très particulière. Si véritablement elles réussissent leur combat, et apparemment elles vont réussir. Apparemment, je pense que Tsahal ne va pas avoir le choix que de leur permettre au moins de passer les examens. Et donc, s'il y en a qui réussissent ces examens, elles vont être entrées dans une unité de Duvdevan. Et le journal Haaretz écrivait hier ou avant-hier que si véritablement, avec l'histoire de Duvdevan, elles arrivent à rentrer, c'est l'ouverture pour les femmes de presque toutes les unités d'élite
de l'armée israélienne, et que là, véritablement, il y a une révolution. Alors, on n'en est pas encore à une femme chef d'état-major, mais si vous voulez, c'est véritablement le fait qu'on voit maintenant des femmes, on va voir maintenant des femmes dans presque toutes les unités combattantes, avec tous les problèmes que ça représente, parce qu'évidemment, il y a des problèmes d'éthique énormes. Ces unités La combattantes. première femme générale l'a été qu'il y a une dizaine d'années. Exactement, Bayard. exactement, une générale qu'une dizaine d'années. Et l'histoire de ces femmes combattantes, le grand problème évidemment, c'est que c'est combattant. Et quand c'est combattant, ça veut dire que vous êtes face à l'ennemi. Et si vous voulez, là, il y a un véritable problème d'éthique, il y a des forums au sein de ça, de savoir, en fait, on met des femmes face à des possibilités d'être face à l'ennemi en direct, prisonnière également, etc., etc. Et ça pose des problèmes éthiques énormes. Il y a des forums spéciaux qui ont été créés au sein de l'armée israélienne, en coopération avec beaucoup justement d'organisations de toutes sortes, etc., pour discuter de ce problème, parce que c'est sûr que ça pose énormément de questions. Cette introduction en force, hein, qui va être de plus en plus, à mon avis, des femmes, des jeunes femmes dans des unités combattantes. Voilà. Alors le dernier domaine, avant les questions, c'est ce que je parlais de la femme dans le monde juif. Ok, c'est très vaste, mais c'est là également, il y a eu, là je crois qu'on peut véritablement parler de révolution, parce que la femme a eu accès à des métiers qui étaient interdits jusqu'à présent, ou en tout cas qui n'étaient pas, comme on dit en hébreu, mekoubalim, c'était pas normal de voir des femmes. Accepté. Je vous donne pardon? Accepté, oui, c'est ça. Accepté, oui. Merci, exactement, accepté. C'était pas accepté même, c'était pas une question de, c'était pas accepté. Regardez, premier exemple, tout ce qui est le domaine de Ta'arat HaMishpacha, tout le domaine de la pureté familiale. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'une femme avait un problème dans ce domaine-là, d'accord, qui elle allait voir? Elle allait voir un homme? Elle allait voir un rabbin? Et il y a des femmes qui ont dit, mais comment est-ce possible? Il y a des centaines d'années, il y a des femmes qui connaissaient les lois de la pureté familiale et qui donnaient des conseils. C'est les grands-mères, les mères qui donnaient des conseils à leurs filles. Pourquoi aujourd'hui il y a des rabbins qui se mêlent de problèmes d'intimité de femmes? A été créé un institut qui s'appelle l'Institut Nishmat, qui forme des femmes qui sont spécialisées dans les problèmes de pureté familiale. Ils ont une ligne d'ailleurs ouverte qui est disponible dans plusieurs langues. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que si au début c'était complètement décrié, au début c'était les ultra-orthodoxes entendaient ça et disaient ah, vous approchez pas de ces femmes-là. Aujourd'hui, à Bnei Brak, à Mea Shearim, à Géoula, dans tous ces quartiers ultra-orthodoxes, vous avez des femmes qui ont appris soit à Nishmat, soit dans d'autres instituts, parce que dans les instituts également ultra-orthodoxes, ils ont compris qu'il fallait également donner l'accès aux femmes à ce domaine-là, dans ce domaine-là. Et vous avez également donc plusieurs instituts qui se sont créés, qui ont formé des femmes qui sont spécialisées dans ce domaine. Alors je ne dis pas que c'est encore totalement majoritaire, la grande majorité dans ce monde sont toujours des rabbins qui sont mêlés. Mais de plus en plus, vous voyez des femmes, ce qui est normal, quelquefois une femme parle à une femme. Voilà un exemple. Dans mon exemple également donc de Tohénet rabbinite, comme je vous l'ai dit, il y a 25 ans, il n'y avait pas d'avocate rabbinique, il n'y avait que des hommes. Et là également, le fait que des femmes puissent représenter des femmes, ça change totalement la situation. J'aime toujours donner cet exemple d'il y a 20 ans d'une femme, Tohénet rabbinite, qui s'est retrouvée devant un Beth Din, un tribunal rabbinique à Jérusalem, et elle est venue elle représentait une femme, il dit mais pourquoi elle veut divorcer? Violence morale. Le tribunal rabbinique l'a jeté, il dit violence morale, c'est pas du tout une raison de divorce. Le dioun est fini, l'audience est finie. Il y a même pas, ça n'existe pas, violence morale. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette Tohénet rabbinite? Elle a tout simplement pris le livre que tout le monde lit. Elle a pris le Shulchan Arour, elle a ouvert le Shulchan Arour et elle a montré au Beddin, au juge rabbinique, oui, merci, au juge rabbinique, elle a lu avec eux mot par mot ce qui est écrit dans Shulchan Arour. Mais seulement une femme pouvait lire cette phrase-là, que la violence morale, oui, c'est une raison de divorce, pas la violence physique, uniquement la violence morale. C'est écrit noir sur blanc sur le Shulchan Arour, et pendant des années, des avocats rabbiniques hommes n'avaient pas compris, parce que peut-être seule une femme peut comprendre que la violence morale,
c'est véritablement une violence aussi grave que la violence physique. Et à partir de ce moment-là, et depuis cette histoire, la violence morale est considérée comme une raison acceptée de divorce dans les tribunaux rabbiniques. Maintenant, j'ai entendu récemment que tout ce qui est le problème de cache-route, c'est intéressant, tous les problèmes de cache-route également, jusqu'à présent, il n'y avait pas des femmes qui contrôlaient la cache-route. Pourquoi pas? Pourquoi des femmes ne pourraient pas être responsables de vérifier les cache-routes dans les restaurants? Non, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Là également, les femmes commencent à rentrer. Un des sujets qui est des sujets les plus épineux et les plus dramatiques, je finirai par là, c'est l'histoire du guet, le problème du refus de donner le guet. Alors là, je veux être très prudente parce que je ne peux pas dire qu'il y a une révolution parce que malheureusement, il y a encore énormément de femmes qui ont leur vie qui est complètement arrêtée parce que leur mari refuse de leur donner le guet. Mais j'ai envie de dire, et je ne pense pas que je me trompe sur ça, que le problème, il est essentiellement dramatique et très, très grave en diaspora. En diaspora, c'est un méga phénomène. On s'en aperçoit ici en Israël tous les jours parce qu'elles arrivent ici chez nous, qui concerne des milliers et milliers et milliers de femmes. Et lorsqu'on disait ça, des milliers de femmes, il y a quelques années, on nous disait non, c'est pas vrai que cette histoire. Mais aujourd'hui, les tribunaux rabbiniques qui sont envahis de femmes du monde entier qui arrivent avec des histoires impossibles, souvent impossibles à régler, s'aperçoivent que véritablement. Et donc, le phénomène, il reste un phénomène dramatique qui exige que ce qu'on appelle Gdolé Ador, les grands de cette génération, des rabbins, se lèvent et trouvent une solution à ce drame. Et ce n'est pas évidemment le sujet aujourd'hui, mais il y a des solutions et les solutions doivent être trouvées. Mais puisque notre sujet de notre conférence, ce sont les progrès, je crois qu'on peut dire quand même qu'en Israël, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, on a chez nous plusieurs dossiers que l'on a et épineux et qu'on n'arrive pas à régler, et des femmes qui sont dans des situations qui sont dramatiques. Je parle des femmes israéliennes, parce qu'encore une fois, les femmes de la diaspora, c'est complètement différent. Et donc, il y a encore des problèmes, ok, mais, il y a quand même un changement. Vous avez tous connu le film Get de Ronit Elkabetz il y a une quinzaine d'années. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai vu le film Get et je peux vous dire que dans les tribunaux rabbiniques, quand j'ai fait mon stage, je voyais le film Get en réalité. C'était le film Get, ce qui se passait dans les tribunaux rabbiniques. 15 ans après aujourd'hui, je ne vois plus du tout ça. Aujourd'hui, la situation, elle a changé de tout en tout. Est-ce que c'est la pression des médias? Est-ce que c'est la pression des organisations de femmes qui ont fait un tapage médiatique énorme sur toute cette histoire-là? Ou est-ce que c'est tout simplement, peut-être, donnons-leur le kavod, comme on dit, des tribunaux rabbiniques qui ont compris que les temps avaient changé et que lorsqu'une femme vient et qui dit « je veux divorcer », alors il faut l'aider à divorcer. C'est pas pourquoi, etc. Je veux divorcer, alors je t'aide à divorcer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous, entre avocats rabbiniques, on dit toujours on préfère représenter des femmes que des hommes, parce que les tribunaux rabbiniques aujourd'hui, je veux pas, j'exagère pas quand je dis ça, j'ai presque envie de dire qu'ils sont féministes. C'est-à-dire que vous avez véritablement un changement qui s'est opéré ces 10 dernières années dans les tribunaux rabbiniques israéliens. Je ne dis pas que c'est à 100% vrai. Il y a des tribunaux rabbiniques qui sont restés de l'ancienne génération. Mais à 80%, il y a des tribunaux, les tribunaux rabbiniques aujourd'hui sont mobilisés, non seulement évidemment sur le fait que le guet, ça doit être donné lorsqu'il n'y a plus de chance de paix familiale, de shalom bayit, il faut que le guet soit donné, mais plus que ça, et je fais une référence encore une fois au film Get de Ronit Elkabetz, alors qu'avant, une femme qui voulait divorcer, c'était véritablement des mois et parfois des années de lutte contre le Beddin. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Aujourd'hui, une femme est entendue. Okay, qu'elle soit seule, qu'elle soit accompagnée de nous, d'avocats rabbiniques, une femme est entendue par les rabbins. Et lorsque elle dit il n'est pas violent physiquement, il travaille, non, il boit pas, non, il joue pas, non, mais je veux plus vivre avec lui, je veux divorcer. Ça aurait été impossible il y a quelques années et aujourd'hui c'est plus du tout le cas et je pense que ça également, il y a une avancée qui est importante. Voilà, alors je veux conclure
en faisant quand même une référence aux femmes de la Torah, parce que quand on voit les histoires de femmes de la Torah, je pense que les modèles sont là. Tout ça, on les lit pas toujours, mais les modèles sont là. Regardez Sarah, de femmes qui ont su mener leur destin, prendre leur destin en main, dire non au danger, dire oui à leur choix, à leur intuition. Regardez Sarah Imenou, la femme d'Abraham, qui a en fin de compte dirigé ce qu'elle voulait, qui a réussi à neutraliser et Agar et Ishmaël. Rivka, évidemment, qui, on l'a lu il y a la semaine dernière, contre l'avis de son mari, est arrivée à faire une manipulation et a choisi Yaakov contre Esav. Évidemment, Rachel et Léa, qui ont dirigé même leur mariage et tout leur rapport avec Yaakov. Et je crois qu'un des modèles féminins qui est le plus célèbre et qui est certainement la première féministe de l'histoire, est une femme qui a pris son destin en main, qui a montré le modèle qu'une femme peut prendre son destin en main. C'est évidemment Tamar, l'histoire de Tamar et Yehuda. J'ai beaucoup écrit sur ça déjà, mais je pense que ça vaut la peine de rappeler de cette femme qui devait être oubliée de l'histoire. L'histoire est connue. Qui devait rester dans son coin, qui a monté tout un stratagème pour attirer son beau-père Yehuda, pour attirer Yehuda, et de là est né un enfant qui est devenu, en fin de compte, comme on le sait, l'aïeul du roi David Améler. Et donc Tamar aussi comme exemple, mais donc toutes les femmes, je crois que si on prenait chaque femme de la Torah, y compris Bathsheba, la femme de... Et également la mère de Shlomo, la femme de David Améler également a choisi, a dirigé sa vie, etc. Et je pense que nous, en tant que femmes, nous avons dans la Torah, dans la Bible, beaucoup de modèles. Je crois que c'est ces modèles-là que l'on doit suivre. Voilà, je suis prête à répondre aux questions, mais là, il faut que je lise les questions, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, Avi? Ou est-ce que tu veux me les donner, Avi, peut-être? Pendant que tu vas jeter un coup d'œil, d'abord, je voudrais remercier, tu as parlé des organisations féminines. On a parmi nous, je crois, la présidente de la VISO, Diana, Janine Elkoubi, qui te remercie de ton exposé, d'autres remerciements encore, d'autres responsables d'organisations féminines en France qui font un travail important au sein de la communauté. Je voudrais féliciter la petite minorité d'hommes, une vingtaine d'hommes sur les 100 éditeurs qui nous suivent dans cette conférence, qui se sont joints à nous. Je crois que c'est important aussi, que ça ne reste pas une question purement féminine. Pour prendre un petit peu le contre-pied de ce que tu as dit, tu dois le lire, il y a une question qui est intéressante, qui dit au contraire, justement à cause de cette image chaloutique très longtemps entretenue du monde égalitaire du kibbutz, de Golda Meir comme une des premiers ministres dans le monde occidental ou dans le monde birlal, on nous poserait la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu une régression, mais je crois, sans vouloir répondre à ta part, je crois que la régression, elle est dans l'image et pas dans la réalité, si je veux bien reprendre un peu ce que tu as dit, Cathy, en fin de compte. C'est qu'on nous a très souvent vendu une société égalitaire israélienne qui ne l'était pas vraiment et qui commence à les devenir. D'abord, je crois que Golda Meir, c'était c'est sûr une femme, d'accord, mais elle n'était pas du tout symbole de sa société. Et c'est vrai, je crois que tu viens de le dire, Avi, c'était une image. C'est comme par exemple la femme soldate, c'est exactement la même histoire. C'est la femme soldate en uniforme. Dans le monde entier, on a cru que la femme soldate en uniforme en Israël, c'était l'égalité. Et je crois que la société israélienne n'est certainement pas une société égalitaire. D'ailleurs, elle n'est pas une société égalitaire. Ça, c'est une des grandes critiques contre la société israélienne. Si on prend les pays de l'OCDE, il y a eu des chiffres qui ont été montrés. Israël est une des sociétés les moins égalitaires. Et donc, il y a beaucoup de problèmes d'égalité, de problèmes de rapport entre le haut niveau et le bas niveau. Mais en ce qui concerne la femme a toujours été, à part l'image, qui était une image, c'est vrai, sympathique, égalitaire, la femme n'a jamais du tout eu un statut égalitaire au sein de l'État d'Israël. Certes, Golda Meir, mais ce n'était pas la réalité dans le quotidien, bien au contraire. Je crois qu'un des phénomènes qui est le plus important, c'est toute l'histoire de le MeToo, le MeToo que l'on vit maintenant. Israël était un pays à ce niveau-là qui était très problématique pour la femme. Vous avez des hommes politiques et par respect par ces hommes politiques, jamais je cite les noms, mais chacun comprendra et chacun sait de qui je vais parler, des hommes politiques qui ont été à la création de l'État d'Israël ou qui ont joué des rôles cruciaux dans les villes et qui sont des héros de l'État d'Israël. Mais des hommes qui s'affichaient ouvertement
dans des relations qui étaient inacceptables par rapport à la femme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est pas à cause de MeToo, il y a une évolution de la société israélienne qui fait que il y a véritablement un changement. On en est loin encore d'un changement total et totalement positif. Mais je crois qu'il y a un changement et il faut pas et le changement est que la société israélienne pour la femme était pas du tout égalitaire et au contraire que la femme était dans un statut qui était problématique à beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'histoires qui sortent, notamment l'histoire des historiens du Palmar. Le Palmar, qui est l'ancêtre de Tsahal, et qui a toujours voulu véhiculer cette image justement égalitaire avec ces quelques femmes héroïnes qui ont été montrées. En fin de compte, quand ces historiens montrent que sur le terrain, c'était pas du tout le cas. Et il y avait eu beaucoup de femmes qui ont été véritablement victimes, non seulement d'une inégalité, mais pire encore, qui ont souvent été jetées au loup pour justement mettre en valeur, entre valeur des hommes. Et je crois que c'est pas à l'honneur de l'État d'Israël, ça c'est clair, mais que ce qui est positif, c'est qu'il y a aujourd'hui une évolution très importante. Cathy, il est bientôt 9 heures. Il y a une question en tout cas qui est importante. Je sais que tu as écrit au moins un livre. On nous demande la question de savoir où peut-on lire ce que tu as écrit, articles de presse éventuellement ou livres. C'est intéressant pour pouvoir donner une suite parce qu'évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. D'abord, j'ai un blog. D'abord, j'ai un blog dans lequel il y a tout. Ok, ça s'appelle endirectdejérusalem.com. Et là, vous avez accès aux livres que j'ai écrits, beaucoup d'articles que j'ai écrits. Également, j'ai un blog dans le Times of Israel, mais je pense qu'au blog endirectdejérusalem.com, il y a le plus d'informations possibles. Et je crois que si j'ai un message à donner à vie, c'est que chaque femme et chaque homme d'ailleurs qui nous écoute, il doit être le messager que les changements dans le monde de la femme sont possibles. Je crois que les exemples que j'ai donnés, aussi bien chez la femme ultra-orthodoxe que chez la femme bédouine, j'ai pas parlé, mais également la femme éthiopienne, il y a beaucoup de changements, etc. C'est que les choses sont possibles et qu'une femme doit décider de son destin. Et je crois que ce message-là, c'est ce message qui doit passer. Et c'est ce message qui doit être transmis à chaque fois, j'ai presque envie de dire de femme à femme, mais ça peut être également par l'intermédiaire d'un homme. Mais je crois que c'est très important parce que si je fais le lien avec le premier sujet dont nous avons parlé, à savoir la violence, le moyen, si vous voulez, de neutraliser justement la violence, c'est qu'une femme, elle sait qu'elle peut prendre son destin en main. Que même si elle se trouve dans une situation dramatique, que ce soit une situation de violence, quelle que soit une situation dramatique, que les exemples que j'ai montrés, les exemples qui nous sont montrés de ces femmes en Israël, pas seulement les femmes de la Torah dont j'ai parlé, mais les exemples de ces femmes dont j'ai parlé justement, de tous ces milieux, qui ont réussi malgré toute attente, qui ont réussi justement à sortir de ce monde-là, eh bien, je crois que ce sont des exemples et c'est cet exemple-là que chacune d'entre nous et autour de nous doit être suivie. Je crois qu'on va terminer sur ces bonnes paroles, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions comme on avait promis. Je voudrais remercier d'abord Yasmine Manahem de Paris, qui est l'initiatrice et la directrice des programmes d'Israël s'invite chez vous, et qui va nous donner, je crois, un rendez-vous déjà dès dimanche. Une seconde, Roselyne, une seconde. Une seconde. Pour une prochaine conférence. Naftali Lévy de l'ESM et évidemment, surtout, Cathy Bisraor pour cette vraiment passionnante. Cathy Bisraor Ayash. Ayash, excuse-moi, voilà. Pour le Shalom Bayit, il ne faut pas oublier Ayash. Voilà. L'avoir connu très jeune, effectivement. Voilà, je vous remercie, un public très fidèle et qui est en tout cas apparemment été enchanté par ces informations sur Israël. Il y a encore beaucoup de travail, mais nous allons continuer pour faire en sorte que l'État d'Israël soit vraiment une lumière pour les nations dans tous les domaines. Je crois que c'est aussi un des domaines fondamentaux. Donc, Yasmine, tu peux nous dire notre prochaine rencontre, c'est dimanche à 11 h. C'est à l'occasion des Kaftet Ben November pour le plan de partage de 1947 et aussi lundi soir avec Michael Greenspan. Oui, Michael Greenspan, une conférence très intéressante sur les Juifs d'Afrique du Nord, un film très particulier qu'il a fait, une discussion, Michael Greenspan, qui est un expert en la matière. Voilà, vous pouvez nous suivre sur notre page OSM sur Facebook et sur évidemment le courrier que vous recevrez de Yasmine. Merci encore et Shabbat Shalom à tout le monde.
ביי, תודה, שבת שלום.